C'est bon. C'est bon. Je suis OP, enfin. Nous revoilà en live pour une petite vidéo sur Tarkan Skull Killer. Cette fois-ci, on va encore refaire de l'ancrage, mais d'une autre page. Ouais. C'est bien compris? Oui, c'est ça. Ok, donc t'as déjà fait l'encadrement et tout, et en fait c'est la page qui suivait, donc du coup la page de la dernière fois. Oui, tout à fait. C'est la page qui C'est ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu veux nous refaire un petit ancrage au pinceau? Ouais, d'accord. Super. Tu nous as mis quoi comme musique? D'accord. Bienvenue sur Rhapsody FM. D'accord. Je vous remets le lien de la campagne LUL toujours active. Il reste 10 jours pour faire participer au projet. On en est à 46%, 16 contributeurs que je vais encore remercier comme j'ai fait la dernière fois. Vu que là on en a des nouveaux, il y a des nouvelles têtes et des nouveaux pseudos que je vais certainement écorcher, et si c'est le cas je m'en excuse. Donc je remercie, enfin nous remercions Stéphane de Peretti, Cynthia Peralta Fons, Erion, Elfire David, Michel de Oliveira, Kapalski, Lucille Achin, Abby, oui, qui s'appelle Florie en vrai, je le sais, Dimitri Comment, Escar, notre petite escarounette qui est discrète mais toujours dans le coin, là-haut dans le ciel, on te fait des gros bisous là-haut, Romain Taureau, Didier Issud, Steven évidemment, Brigitte Achin. Bon, alors tous ces petits gens-là, on les remercie. Les premiers Early Birds avaient gagné des petites holocartes. Et là maintenant, pour une des contreparties, on a reçu donc, comment tu appelles ça, la Metal Plate? Waouh! Super. Et donc ça brille, c'est sur métal? D'accord. Et rappelle-nous de la personne chez qui tu passes commande pour ce petit zinzin là. D'accord, ok. Impeccable. Donc, ce petit joujou, bah ouais, c'est sympa. Ce petit joujou, il est disponible sur la contrepartie à partir de 60 €, avec bien sûr plein d'autres. 50? Ah bon? Ah, autant pour moi. Ah oui, c'est vrai, il y en a une à 50, effectivement. Donc à partir de 50, vous avez aussi droit, bien sûr, à des bisous et des câlins à la fin de la BD pour remercier la BD, bien entendu. Et une dédicace de votre exemplaire avec le personnage de votre choix et qui sera réalisé par toi-même. Voilà, pour la contrepartie à partir de 50. Et vous aurez, bien sûr, le petit joujou qu'on vient de vous montrer.
Impec. Ouais. Retour au boulot. Oui, bien sûr. Oui, non, mais moi, ça me permet d'avoir le lien à portée de main. Aussi. Petite préparation. Tadam! Ouais. Comme le disait Janine, tout ça c'est 100% pur bœuf. Elle m'a traumatisé avec son expression, maintenant je la ressors à toutes les sauces. C'est bien, il paraît que le bœuf ça se mange à toutes les sauces. Donc c'est raccord. C'est possible. Ah oui, la guitare qui s'énerve là. Oui, là c'est... C'est un peu bruit. Alors, on observe des magnifiques jambes de guerrier en train de se dessiner. Tarkan sort de prison. Empêtré dans de lourdes chaînes. Exactement. Je vous rappelle du coup l'histoire un petit peu du bébé. Il s'agit d'une histoire de fantasy. Un Conan-like hein, pour ceux qui... Bon, normalement Conan ça devrait vous parler quoi. Enfin non plus déconner quoi. Voilà, donc fantasy à base de dragons et de squelettes. Et là donc du coup... et de méchants sorciers. Et voilà, un méchant sorcier style Lich, tout ça, quoi. Vraiment du classique, on va dire. Et du coup, là, on arrive au passage où justement le personnage principal est sorti de prison.
pour aider donc le royaume qui est bien dans la mélasse, justement à cause d'une invasion d'une armée de squelettes. Sans tout dévoiler, même si vous avez les premières pages visibles sur la page Ulule, Tarkan doit venir en aide à un roi alors qu'il était, il est en guerre avec ce peuple-là justement. Donc du coup, le roi n'ayant pas le choix, car son mage est hors concours, on va dire, pour pas faire de spoil, il est obligé d'utiliser la technique du dernier recours, donc un guerrier qui était dans ses jours. Sur la précédente page, on avait vu la page splash où on va découvrir donc du coup le personnage quasiment en entier, enfin, en tout cas en plan rapproché. Bon petit guerrier, cheveux longs, muscles, etc. Hein, comme on les aime. Torse huileux, évidemment, musclé. là, il est voilà. Là, il est sous bonne escorte parce que comme tous les gros billes de la baston, ben tout seul, faut pas le laisser tout seul quoi, même avec des bonnes chaînes. Phrase à ne pas sortir de son contexte, bien entendu. En plus, les Steven chaînes, elles qui peuvent... vient de nous rejoindre. Ah, hello Steven, bienvenue à toi. Salut Steven, bienvenue à toi. Tu vas encore prendre des petites galettes bretonnes là pour te caler la panse. Oula, si le plan de travail glisse, ça va pas le faire. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien de la page Ulule. Si vous voulez, vous pouvez regarder. Et il y a une nouveauté dessus. Il y a une nouveauté en plus dessus, exactement. Ah, Steven me dit qu'il ne m'entend pas bien, mais tu m'entends pas bien, pas fort, ou alors c'est brouillé, ou autre. Je vais voir les réglages. Ah, je pense que ça vient plutôt de mon côté. Hein. Bah, ça vient forcément, ça passe par chez moi, donc forcément, c'est peut-être parce que t'es pas assez forte chez moi. Ah, voilà, il me dit qu'il m'entend pas fort. Je viens d'augmenter. Voilà, et là c'est bon? Alors, en tout cas, bienvenue à toi pour cet atelier ancrage. Ah, il le connaît cet atelier en plus. Il a suivi la même formation. Ah, bon. Un peu mieux, bon, ça c'est déjà ça. Peut-être monter encore un petit peu. Bon, maintenant quand ça enregistre, comme ça enregistre côté Twitch et non pas chez moi, et ben on aura les défauts de réglage. C'est pas grave. Il faudrait que j'en fasse une capture ou que je note quelque part pour savoir ce qui va bien. Alors, je sais pas si Steven aura forcément un avis là-dessus, mais pour la thématique live aujourd'hui, on avait envie d'un peu de faire le distinguo entre Yaoi et Bara. Je suis pas sûre que Steven il ait un avis là-dessus. Je lui en avais un peu parlé en privé. D'accord. Si tu as un avis là-dessus, par exemple, on peut ou des questions dessus, on peut en discuter parce que bon, moi j'ai un de mes auteurs références en matière de Bara, c'est forcément Maître Gengoro Tagame.
qui a bon récemment il a sorti Le mari de mon frère, mais c'est plutôt c'est pas vraiment un bara quoi, vu que il y a quasiment bah il y a qu'une scène érotique quoi. Donc du coup c'est vraiment plutôt un manga comment on pourrait dire, tranche de vie, et qui évoque des thématiques sociales en fait au Japon. En fait, au-delà du côté famille un peu recomposée, on a surtout la vision des Japonais la vision des Japonais par rapport aux étrangers. Parce que en fait, Le mari de mon frère, c'est l'histoire d'un Japonais qui vit avec sa petite fille, qui est divorcé et qui avait un frère jumeau qui était marié à un Canadien. Et du coup, qui s'appelle Mike, et du coup son frère décède et il décide d'aller au Japon rencontrer le frère de son défunt mari quoi. Et donc à partir de là, Mike s'installe dans la famille, dans sa next belle famille au final, et il va faire face à tout un tas d'idées reçues sur l'homosexualité, mais aussi, et ça c'est assez inattendu pour un bara assez intelligent même, j'ai envie de dire, c'est que il y a beaucoup aussi d'idées reçues en ce qui concerne les étrangers. Donc ça permet un petit peu d'en apprendre plus sur la culture japonaise. Bon, quand on connaît uniquement via des fictions, on pourrait penser qu'il y a une certaine ouverture d'esprit, et finalement pour tout ce qui est vraiment étranger, il y a beaucoup d'idées reçues, notamment sur le physique. Donc pas forcément Mike, c'est un ours, donc du coup il est immense, il évolue, il est baraqué, donc du coup il fait un peu de tâche dans le décor japonais, on va dire. Et il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur la cuisine, la façon dont les personnes mangent, la façon dont les personnes s'expriment. Parce que forcément la culture canadienne est assez différente de la culture japonaise. Enfin tout ça pour dire que c'est une série courte, mais qui permet de... on voit un peu l'évolution de cette petite famille recomposée. Évidemment, vous avez le japonais qui est un petit peu enfermé dans ses stéréotypes et qui se pose des tas de questions sur son frère jumeau qui est censé être finalement son double. Et la petite fille qui est, via son regard d'enfant, permet de se poser des questions légitimes. Salut à toi GG. Pendant que je... Ouais, pendant que j'étais en train de déblatérer, il y a des gens qui sont arrivés. Donc bonjour, bienvenue. Alors Steven dit qu'il a oublié la signification de bara. Alors bara, si tu veux, c'est plus dessiné par des hommes pour des hommes. Donc tu vas pas trop avoir de planches avec des petites fleurs, des petits effets androgynes un peu anorexiques et qui ont des grands yeux pleins de cœur dans les yeux. C'est plutôt celui que j'aime bien des Gengoro Tagame aussi, qui est vraiment dans la définition du bara, c'est Virtus. Virtus. J'adore. Et en fait c'est une histoire qui se passe dans la romantique, donc c'est un one shot, et on suit des gladiateurs, donc c'est assez bourrin, mais ça peut te donner une idée un peu de ce que c'est normalement le bara quoi. C'est pas du tout c'est le versant viril en fait. Et on va dire que je me sens un peu plus bara que yaoi en fait. C'est pour ça que plein de gens, quand ils voient mon travail et qu'ils me disent que je fais du yaoi, ça m'énerve, parce que je fais pas de la romance. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que yaoi avant tout, ça veut pas dire gay, ça veut dire romance gay. Et la différence, c'est que romance, ça se concentre vraiment sur les sentiments des personnages. C'est exactement comme si on prenait une histoire, je sais pas moi, quel manga on pourrait prendre Non mais c'est comme si tu prenais le Seigneur des Anneaux et que t'appelais ça de la science-fiction. Voilà, c'est ça.
ou même tu pourrais dire aussi, c'est comme si voilà, effectivement, comme si tu disais le Seigneur des Anneaux, c'est un shoujo parce qu'il y a des relations hétéro dedans. Je pense que là, du coup, on va se dire, mais non, c'est de la fantaisie. Ben oui, mais parce qu'en fait, la légitimité d'un couple hétérosexuel, elle a pas besoin de se justifier. Et moi, c'est un petit peu ça qui me dérange, c'est que du coup, on devrait être capable de décrire d'autres personnages qui sont pas forcément hétéros ou qui ont simplement une façon de s'habiller, enfin, ou qui peuvent être simplement des androgynes, etc. Mais qui ont pas Attends, je lis le chat en même temps, du coup j'ai perdu ma phrase. Non mais bon voilà, tout ça ce que je veux dire c'est que en dehors de tout ce qui est érotique, parce que ça voilà évidemment c'est le goût de chacun, on devrait être capable, mais pas forcément que dans la BD, et partout ailleurs, et d'ailleurs j'en avais discuté avec Gengoro Tagame, il était venu il y a 2 ans je crois à Angoulême, il avait fait une conférence justement sur cette question-là, et je lui avais posé la question, est-ce que ça vous intéresserait pas d'un jour de voir, je sais pas, un James Bond mais qui s'intéresse pas aux femmes quoi, mais ça restera un James Bond, c'est-à-dire qu'il continuera à y avoir des explosions, il continuera à conduire des grosses bagnoles, etc., et avoir des cascades et tout. Et il a dit pourtant c'est un bonhomme quand même d'une 50aine d'années, il a dit que il serait le premier à être intéressé par ça parce que du coup ça donnerait une image différente du sujet, parce que malheureusement que ça soit dans la BD ou dans le cinéma, on surcatalogue tout. Et si il y a un personnage gay ou trans, c'est forcément de la culture LGBT, alors que ça devrait être de la culture tout court, quoi. Bon, après, le cinéma, il y est aussi pour quelque chose dans ce problème-là, parce qu'à chaque fois qu'il y a des films qui sortent, c'est souvent aussi soit de la romance, soit du drame. Alors il y a deux raisons à ça. C'est que le public LGBT, il est tellement pas assez représenté dans la culture mainstream qu'il ne s'intéresse pas aux rares auteurs dont on fait partie, il faut être honnête, qui font de la BD qui font des productions autres que qui sortent de la romance ou de l'érotisme ou voilà, ce genre de registre, ou du drame. Oui, et parce que notons un détail, Tarkan Skullkiller met en scène des personnages gays, mais il n'y a pas de scène érotique ou quoi, c'est tout public. Voilà, c'est ça. L'idée c'est à la base, c'est un... Vas-y, finis. L'idée c'est de rendre banal le fait qu'un héros puisse être gay. C'est juste que il est gay, mais c'est pas le sujet de l'histoire, quoi. C'est juste un état de fait, une information supplémentaire par rapport à son aventure. Voilà. Il y a Jérôme qui nous dit c'est un petit peu ce que j'ai pu essayer de faire avant avec la série Zombie, en fait. J'ai eu alors peut-être que j'étais un petit peu pas dans l'air du temps, etc., mais voilà, j'ai écrit une série zombie et espionnage et le héros principal est gay, mais forcément l'histoire ne se focalise pas là-dessus. Donc en dehors, je disais du coup, en dehors des œuvres vraiment estampillées LGBT, les gens ils s'intéressent. Alors de part qu'ils soient pas représentés, ils font pas d'efforts quand il y a des auteurs qui eux le font. Alors soit ils les connaissent pas, soit ils ont peur que la représentation soit de toute façon erronée. Et d'un contrario, pour ce qui est de la production mainstream, alors ça se fait un petit peu plus dans les séries, parce que dans les séries c'est diffusé dans les maisons, et les maisons c'est un peu madame qui décide aussi du programme, et madame elle a tendance à être moins homophobe que monsieur. Donc c'est aussi pour ça qu'au cinéma c'est encore très 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 timide, parce que le public n'est pas prêt. Le seul problème c'est qu'à un moment il va bien falloir que le public soit prêt, quoi. Parce que c'est pas parce que ces personnes-là on ne les voit pas dans notre quotidien qu'elles n'existent pas. Et j'ai envie de dire, accepter qu'on ait un collègue masculin qui porte du maquillage et des talons, ça nous fait apprendre sur nous-mêmes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui aimeraient le faire mais qui ne le font pas par peur de jugement. Et ça peut paraître accessoire, mais le fait qu'il y ait de la production grand public avec ce type de personnage, ça contribue à l'acceptation sociale.
C'est aussi pour ça que, en fait, j'ai tendance à transposer ça au début. Enfin, quand j'avais fait ma conférence à Angoulême cette année, au début, les gens s'étaient un peu crispés quand j'avais fait cette comparaison-là. Mais finalement, en développant l'idée, ils ont compris où je voulais en venir. C'est un peu comme les personnages noirs dans les films ou dans les séries. Je veux dire, il y a quoi, 60 ans, peut-être un peu plus, on n'en voyait pas. Pourtant, les personnes de couleur, elles existaient bien, hein, mais ça n'existait pas. Après, on a eu la moquerie. C'est-à-dire que vous aviez des personnages de couleur, mais c'était uniquement pour se moquer, donc les blackface, etc., etc. Ensuite, on a eu le PNJ un petit peu, rigolo. Donc le mec, le flic qui est là, qui se fait dessouder dès le début de l'histoire, mais qui est là pour raconter des blagues. Voilà, un petit peu le sidekick rigolo. Et c'est seulement maintenant, en fait, quand on regarde, c'est seulement maintenant avec des films comme Black Panther qu'on a enfin des héros noirs, quoi. Alors qu'ils ont toujours existé, ces gens-là. Et t'as plein de gens qui pourraient dire oh ouais, on en a marre, on en voit partout et tout. Non, c'est juste que maintenant tu les vois parce qu'on les met en lumière. Et ben c'est pareil pour les trans, et c'est pareil pour les gays, c'est pareil pour tous ces gens-là, quoi. Je voulais rebondir. Donc voilà, j'espère avoir éclairci. Vas-y. Sur ce qu'a dit Kimaerai, GG c'est plus simple. Du fait qu'il est tombé sur des trucs dégueulasses quand il tombait sur du yaoi. Alors la problématique du yaoi aussi, c'est qu'il faut savoir que c'est écrit et dessiné par des femmes hétéros qui ont tendance à fantasmer les relations gays. Et les communautés LGBT ne se reconnaissent pas du tout dans ce genre de fiction. Parce que ça renvoie à une image complètement fausse, et en fait ce sont des relations qu'on appelle hétéronormées. Pourquoi ? Parce que t'as un personnage qui joue vraiment un rôle social féminin, et souvent dominé, même s'il y a des variantes, et l'autre personnage qui joue le rôle masculin, quoi. Et souvent dominant. Donc le problème, c'est que ça renvoie une image malsaine des communautés LGBT. Et j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui est en lien avec le staff de la Wacom, et ils essayent justement de faire intervenir des personnes concernées plus orientées bara, ou vraiment de la communauté LGBT, pour essayer de calmer cette image, quoi. Parce que c'est vrai que dans cette convention, souvent ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait du yaoi qui intéressait des petites adolescentes qui fantasmaient ce que pouvait être une relation gay, au lieu de mettre en avant réellement les communautés LGBT. Exactement, et c'est un petit peu ça qui a commencé à me gonfler et qui fait un petit peu du tort aussi à mon travail. C'est que du coup, les gamines qui lisent ça s'attendent à lire une certaine chose, et en même temps, ça a tendance à un petit peu crisper des gens qui en ont marre justement de voir ces schémas-là, quoi. Mais en même temps, enfin là, GG, il me dit à Paris Manga, on était ensemble et on était tombé sur un doujin The Lost Canva, et dès les premières pages, c'était crado. C'est dans les. C'est pas une question de gay là. Voilà, convention manga. Alors déjà, c'est souvent les gens se lâchent un peu, mais tu sais, c'est un petit peu comme les mecs qui dessinent énormément de doujins hétéros avec des gamines qui se font prendre dans tous les sens, t'as énormément d'auteurs masculins qui fantasment sur les relations lesbiennes, hein, et c'est pas pour autant que c'est comme ça que les lesbiennes fonctionnent. Enfin, moi qui suis un petit peu reliée à la communauté, je peux t'assurer que les lesbiennes se reconnaissent absolument pas dans le yuri dessiné par les hommes, hein. C'est vraiment pour les hommes. Et le yaoi, c'est exactement ça, c'est que c'est dessiné pour les jeunes femmes. C'est dessiné pour elles avant tout.
et le yuri c'est pour les jeunes femmes, mais tout ce qui est les vraiment hommes, t'as dit yuri. Histoire de lesbiennes dessinées par des hommes, c'est fait pour faire plaisir aux hommes. C'est exactement comme le porno mainstream, hein. C'est les mises en scène de lesbiennes, c'est pour faire plaisir aux hommes. Ça se passe pas du tout comme ça. Les nénettes, elles ont pas du tout les mêmes physiques. C'est vraiment donc si tu veux, autant je peux comprendre des gens qui dès que les questions de relations homme à homme qui tombent sur des trucs où c'est tout, en plus généralement c'est bien un truc qui me gonfle, c'est comment dire, le fantasme du viol. Alors quelle que soit l'orientation, moi c'est vraiment un truc, c'est un problème dans le yaoi aussi. Ouais, c'est un énorme problème et c'est un truc qui me débecte au plus profond si on peut rester dans la métaphore. Mais ce problème-là, il existe énormément aussi dans tout ce qui est porno à destination du public hétéro, quoi. Mais ça, c'est voilà, c'est que, enfin voilà, si tu veux, il y a quand même une prédominance de gens de public qui aiment ça, et malheureusement, ça éclipse, j'ai envie de dire, les vraies œuvres, quoi. Et justement, pendant la conférence à Angoulême, il y avait une des personnes de la communauté qui me disait, oui, mais comment ça, enfin voilà, à force de voir toujours ces images-là qui nous représentent mal, enfin, est-ce qu'on va pas, en gros, son propos c'est est-ce qu'on va pas être enfermé là-dedans? Et je lui ai dit, bah, de toute façon, les auteurs de merde, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, malheureusement. L'avantage, c'est que le temps, il fait l'écrémage, quoi. Et les vrais auteurs, finalement, on finit par les continuer à les lire, et les gens qui font de la merde, bah, on passe à autre chose, quoi. Mais cette thématique-là arrive quand même un petit peu à bouger. Il y a la conférence, je l'avais fait avec Timothée Le Boucher, qui est édité chez Glénat, et il a fait son bouquin, je crois que c'est Les jours qui disparaissent. Et bon, c'est pas du manga, hein. C'est plutôt de la BD franco-belge avec un style un peu particulier, quoi, pas hyper classique non plus, mais avec des tons très pastels et tout. Et dans son histoire, il y a des personnages LGBT, mais c'est pas érotique. Je trouve que c'est même plus. Je me demande si c'est pas plutôt genre un mec qui raconte des trucs oniriques et tout, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Et par exemple, le personnage, à un moment, il est hébergé chez des gens et il y a une femme qui est trans. Enfin, c'est un homme trans, quoi. Donc du coup, c'est une femme, mais elle a de la barbe, quoi. Et ils ont une conversation tout à fait normale. On n'est pas en train de faire un scénario érotique, on n'est pas en train de faire de la dénonciation sociale ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est un personnage comme un autre. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est qu'on arrive qu'on arrête un petit peu de faire des personnages LGBT un peu pour faire comment dire, la justification ou le sidekick rigolo qui fait le pourcentage de présence à l'écran, mais qu'on écrive réellement des personnages comme ça. Et c'est aussi un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que du coup on me dit toujours oui, mais tu fais pas partie de la communauté LGBT et t'écris tout le temps des personnages comme ça. Alors déjà ça on peut pas, personne ne peut le savoir pour moi si j'en fais partie ou pas. Déjà, ça c'est un truc qui me regarde. Et c'est pas parce que éventuellement je n'en fais pas partie que je suis pas capable d'écrire des thématiques qui ne me sont pas propres. Sinon, ça voudrait dire que je ne devrais écrire que des histoires d'une nana blanche qui fait 1m50 et puis qui fait de la BD. Non, un auteur, il doit être capable de se projeter aussi dans un personnage qui n'est pas lui. Sinon, il parle de rien du tout. Sinon, on parle de rien, quoi. Donc du coup, oui, en fait, si vous voulez, les originaux, j'en suis une, ça me parle. Et en même temps, les thématiques sociales de rejet, etc., je pense que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites pas partie de la communauté LGBT que le sentiment de rejet, vous l'avez pas ressenti d'une manière ou d'une autre. Parce que la discrimination sur le physique, la discrimination sociale, on a tous vécu ça, hein, genre la discrimination. Donc du coup, avoir un personnage qui a comment dire, un combat social en gros à mener, et ben ça n'empêche pas qu'on peut ressentir de l'empathie et on peut le trouver son parcours intéressant et avoir envie qu'il réussisse tout simplement. Donc faut se sortir de l'idée de ah ouais mais non mais moi j'en fais pas partie, ce que ce personnage là peut avoir ce que cette histoire peut avoir à me raconter ne m'intéresse pas. Et ben je trouve que c'est dommage parce que c'est passé éventuellement aussi à côté de quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et puis enfin je sais pas, moi je suis la première à me dire, et il y a plein de gens qui sont un peu dans le cas, vous avez pas envie je sais pas, d'aller au cinéma et de voir des héros qui sont différents de ce que l'on voit partout. Vous avez pas envie de regarder autre chose, vous en avez pas marre, je sais pas, des héroïnes qui sont des poupées gonflables et qui servent à rien. Je sais pas, vous avez pas envie d'avoir d'autres représentations physiques que ce qu'on nous montre tout le temps. Enfin voilà, il y a un moment où enfin, la diversité des physiques, etc., des personnalités, elle est partout dans le monde. Et c'est un peu chiant d'avoir toujours les mêmes représentations dans les médias, quoi. Donc, je sais pas, j'ai envie effectivement de voir, je sais pas, une nana geek qui est pas forcément hyper bien roulée, mais si c'est un personnage qui a de la personnalité, qui est bien écrit, qui a des choses à dire, pourquoi pas, quoi. Enfin, voilà, j'ai tendance à m'emporter sur ces sujets-là parce que je trouve ça toujours un petit peu pitoyable de s'enfermer dans des codes et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, après en même temps je sais que les gens sont pas forcément prêts parce que sinon ça voudrait dire que la série zombie marcherait beaucoup mieux que ce qu'elle marche maintenant. J'ai malheureusement creusé mon propre fail en faisant cette série-là, vu que j'ai tenté de faire une série mainstream action, aventure, espionnage, avec des thématiques un peu LGBT en sourdine, et les gens qui ne veulent pas en entendre parler, ça les intéresse pas, et puis les nénettes qui veulent lire du yaoi, ça les intéresse pas non plus parce que ce qu'elles veulent c'est voir des mecs qui se roulent des patins, quoi. Et des histoires à scénario, ça les intéresse pas. Qui se roulent des patins ou qui s'envoient en l'air. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai rien contre les personnages qui s'envoient en l'air, mais j'aime bien quand il y a un scénario autour, en fait. Simplement. Je pense que là, ce qui t'est arrivé avec Ezaz, l'un des gros problèmes, c'est que tu as peut-être pas assumé immédiatement que c'était que le personnage, le héros principal, Armel, était gay, et ce qui fait que au moment où tu l'as révélé, t'avais peut-être quelques clients ou lecteurs homophobes dans le lot, et quand tu l'as annoncé, possible. Alors le truc, c'est qu'aussi quand je dis j'ai creusé mon propre fail, c'est qu'effectivement je l'ai pas dit au début, mais justement je voulais mon défi, c'était de dire les lecteurs vont aimer ce personnage-là et ils découvriront plus tard qu'il est gay. Et ils vont se dire merde. On est capable je suis capable de lire une histoire avec un personnage gay et d'avoir aimé, tu vois. Mais ça s'est pas passé comme ça. Les intolérances sont encore beaucoup trop ancrées, en fait. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est pour ça que je pense que mon objectif est non atteint, on peut dire. Mais j'ai essayé. J'ai envie de dire, pour rebondir tout à l'heure, quand tu demandais, mais vous en avez pas marre de voir tout le temps les mêmes stéréotypes, les mêmes physiques et tout. J'ai envie de dire, dans les faits, une minorité peut-être, mais la majorité non. Parce que dans les faits, dans le milieu du jeu vidéo, on s'en rend assez facilement compte. Il est difficile de vendre un jeu vidéo où le héros n'est pas, en tout cas en particulier aux États-Unis, n'est pas un typé occidental blanc. Je sais plus comment on les appelle, les blancs protestants. Un wasp. Si c'est pas le héros n'est pas un wasp mâle. C'est compliqué à vendre parce que c'est triste. Nous on s'exprime et on est en contact avec des gens assez cultivés et ouverts, mais on se rend pas compte du coup dans notre petit microcosme plutôt ouvert à la différence que le Pékin moyen n'est pas ouvert du tout. Sinon il y aurait pas tant d'agressions d'homosexuels dans la rue. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut être ce qu'ils font dans leur lit, quoi. Non, mais ça les dérange parce que ça les met, ils se sentent en danger dans leur statut de personnes avantagées, quoi, tout simplement. Ils ont peur que ça détruise leur quotidien.
Je comprends pas pourquoi. C'est ce qui est débile, ça qui est dingue en plus. Mais non, mais moi non plus, je comprends pas. Mais voilà, on peut pas se mettre dans la tête d'un abruti parce que on n'en est pas, quoi, c'est tout. Mais je pense que c'est juste de l'ignorance et puis l'ignorance. Un problème d'éducation. Hein. Oui, l'ignorance crée des raisonnements absurdes. Oui, avec des raccourcis mentaux de merde. Non, mais bon, du coup, après, voilà, c'est thématique assez large, on va dire. Mais c'est pour ça que, du coup, en partie, pas uniquement, mais en partie, moi, les salons manga, bon, quoi. Parce que c'est un public très jeune en majorité et quand je mets un exemplaire de la revue LGBT BD, ça pousse de rire, quoi. Et jeune mais pas assez jeune. Jeune mais assez vieux pour être formaté. Jeune mais pas assez. Oui, c'est ça. Ils sont assez vieux pour être formatés en fait. Parce que comme tu le vois dans le mari de mon frère, la petite fille elle est très ouverte, elle n'a pas encore d'a priori. Elle s'est pas encore confrontée à la société, enfin elle n'a pas encore été assez formatée par les a priori sociaux, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus ouverte. Mais quand un gamin a 15 ans, c'est trop tard. C'est foutu, c'est trop tard. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, déjà en plus quand tu vas en convention manga, une BD à 10 €, ils trouvent ça cher, alors une revue à 15, laisse tomber, quoi. Et donc la revue, faut savoir que c'est quand même quelque chose d'associatif. Ça a but de faire promotion de la culture LGBT et des auteurs ayant des thématiques LGBT, et ça n'est pas érotique. Et vous avez vous avez des vrais auteurs lesbiennes, vous avez des vrais auteurs trans avec des vraies thématiques de personnes trans. Mais voilà, tu arrives avec ça en salon de manga, ça pousse de rire. Et moi, à mon âge, sans vouloir dire que je suis vieille, mais j'ai pas envie de me battre pour justifier mon travail, quoi. Mais donc du coup, en salon BD, ils pouffent de rire entre eux, ils s'en foutent des justifications. T'as pas à justifier. Oui, non, mais je veux dire par là, moi, je viens pas en salon pour ça, quoi, tu vois. Donc du coup, dans les salons plus BD, c'est un public déjà plus mature. Souvent, c'est des on sent que c'est des pères de famille qui ont lu de la BD quand ils étaient gamins, ils ont grandi avec ça, ils sont restés fans de BD et maintenant, éventuellement, ils y vont avec leur fils, quoi. C'est pas du tout la même mentalité et j'ai la grosse différence entre les rares fois où j'ai fait un salon manga en un week-end et quand je fais Angoulême où c'est quasiment toute la semaine. Et Angoulême, on n'a pas de moquerie, quoi. Exactement, on a des gens qui sont indifférents, qui s'en foutent ou qui, je pense, ne partagent pas forcément cette ouverture d'esprit, mais ils passent leur chemin, quoi. Ils se permettent pas de rigoler devant ton stand pendant 5 minutes ou te montrer du doigt ou des trucs comme ça. Et moi, je suis pas un fric, je suis pas là pour faire un show, pour amuser la galerie. Je suis là pour promouvoir mon travail et discuter de thématiques sociales. Donc du coup, les salons manga, souvent on me répète toujours viens-tu à la Japan Expo et tout. Alors pour des X et Y raisons, je ne fous pas les pieds à la Japan Expo. Mais je comprends que ça arrange pas certains, mais je veux dire que j'ai déjà un travail alimentaire assez pénible comme ça. S'il faut que la BD devienne un travail alimentaire, un travail pénible, je vais pas m'en sortir. Donc je pense avant tout à moi. Et on m'a dit aussi, c'est un peu dommage du coup qu'il y ait des salons BD LGBT vraiment, en gros, salons vraiment orientés. Ben oui, mais en fait, moi ça fait plusieurs années que je fais ce salon à Paris. Alors il y en a dans d'autres villes aussi, mais c'est surtout celui de Paris que je fais parce qu'il est pas loin de chez moi. Et en fait c'est une bulle protectrice. C'est-à-dire que ça soit le public ou les auteurs, je me sens en sécurité. Je pense que c'est la même chose pour eux, quoi. C'est-à-dire que tu peux parler de ton travail, tu peux parler de tes affluences, tu peux parler de tout. Tu sais que tu vas pas te faire juger. Et c'est con à dire, mais c'est vachement important aussi pour l'épanouissement, quoi. Donc oui, c'est triste de devoir se dire on fait des salons avec des thématiques orientées, mais des fois malheureusement il n'y a pas le choix, quoi.
Donc j'espère qu'un jour, c'est en train de venir quand même, hein, parce que du coup, cette année à Angoulême, le centre LGBT de Poitou-Charentes fait partie des partenaires officiels, donc on n'a pas eu autant de monde que le reste du salon, mais on est, enfin, je veux dire au niveau image et tout, c'est quand même important. Et là, pour le prochain salon de Paris, donc qui se déroule ce week-end, moi je serai en dédicace le samedi si vous voulez passer me voir. Et ben le centre LGBT de Lyon fait aussi partie des partenaires officiels et fait partie du programme IN, quoi, et pas du programme OFF. Tu t'es emmêlé, tu as dit Paris et que c'était Lyon en fait. Non, alors il y a un salon LGBT, vraiment LGBT BD qui est à Paris, mais il y a un salon BD tout court, genre un salon international de la BD qui se passe à Lyon ce week-end, et j'y serai aussi en dédicace. Ouais, tout à l'heure tu avais dit ce week-end je serai à Paris. Non. Ah oui, non, ce week-end je suis pas à Paris, non. Ce week-end je suis à Lyon. Je suis samedi à Lyon en dédicace, mais le fait que de plus en plus de partenaires officiels intègrent des salons mixtes comme ça, je trouve ça c'est un progrès. Alors après le public c'est encore autre chose, quoi. Je veux dire, entre le public qui a des a priori justifiés ou non, hein, donc du coup qui s'y intéresse pas, le public LGBT qui se sent pas représenté, donc qui s'intéresse pas à la BD non plus, faut arriver à mixer tout ça, c'est pas évident, hein. Donc pour l'instant, mon expérience de la saga zombie, c'est un échec, mais c'est un échec qui m'a permis d'apprendre. Et maintenant, les autres séries sont un petit peu plus, un petit peu moins mainstream. Mais bon, au moins je me fais un public dans la communauté, quoi. Et le public mainstream, je le délaisse un peu. Mais voilà, je peux pas non plus continuer à tenir à bout de bras une série qui ne trouve pas son public, quoi. Voilà, on divague un petit peu, on s'écarte un peu du débat, mais ça en fait partie parce que du coup, ça prouve que du boulot, il en reste quand même beaucoup à faire sur la question. Enfin voilà. Je sais pas ce que nos invités en pensent, hein. Vous pouvez réagir dans le chat, hein. Parce que je parle, là, je m'assèche le gosier, là. Si vous pouviez commenter un petit peu, là, ça me permettrait d'aller boire un verre d'eau. Non, mais bon, c'est vrai que du coup, quand c'est une thématique qui te touche personnellement et puis qui a une influence sur ton travail, c'est normal aussi, quoi, que... C'est normal. On sent que tu es passionné, là. Oui. Non, mais bon, après, c'est toujours ça qui fait marrer les gens, hein, tu sais, qui me connaissent un petit peu, donc pas vraiment IRL, mais qui sont confrontés à moi de manière sociale ou au niveau du travail, qui sont étonnés de me voir quand je parle de thématiques que je parle de dessin ou de ce genre de thématiques. Ils me disent, ouais, comment tu parles, comment t'es à l'aise, comment t'es passionné, comment t'es informé, tout ça. Je suis, bah oui, mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est un sujet, c'est des sujets qui me parlent, quoi. Bon, Steven dit j'ai pas soif. Non, mais c'est moi qui ai soif. C'est moi qui parle depuis 20 minutes. Non, mais vraiment, le mari de mon frère de Tagame, je pense que ça peut plaire énormément à un public quand même un peu plus large. Bon, après, c'est vrai qu'il faut aimer les BD un peu tranche de vie. C'est vrai que voilà, c'est pas un livre de divertissement, quoi. C'est ça a l'air de marcher plutôt pas mal, les BD tranches de vie. En tout cas, ouais. ça sur Internet, sur les plateformes, ça pullule. Moi, c'est pas trop mon délire, à moins que ce soit très très bien fait, mais ça pullule. Oui. Bah après, le fait que ça soit une histoire courte, c'est bien aussi. Je pense que ça pourrait pas s'étaler sur 10 tomes, on se ferait chier au bout d'un moment, quoi. Mais en 4 tomes, je pense que, le mec, il a fait le tour de la question et la conclusion est plutôt bien. Si je peux me permettre un micro spoil, parce que je suis pas sûre que les gens qui nous écoutent, eux, l'aient forcément lu ou vont forcément le lire. Je fais un micro spoil. Alors bouchez-vous les oreilles pendant 5 minutes. Voilà, c'est bon, vous êtes bouchés. Je trouvais ça intéressant que à la fin de l'histoire, les deux mecs ne finissent pas ensemble. C'était un peu ma crainte. Ouais, ça aurait parce que finalement, un peu cliché.
Là, pour le coup, ça aurait été cliché et ça serait devenu du yaoi à minette, quoi. C'est-à-dire que le beau-frère, il rencontre le frère de son mari décédé et du coup, ils apprennent à se connaître. Il y a finalement une relation de respect mutuel qui se met en place, mais au final, ils finissent pas ensemble. Et j'étais soulagée parce que du coup, ça aurait fait à la fois malsain, bizarre et c'est pas parce que l'autre qui ressemble à son mari qui est mort que forcément ils vont finir ensemble. Comme c'était destiné à un public large, je pense qu'on pouvait lui faire confiance et surtout comme il se bat contre les a priori, l'auteur. Enfin bref, j'étais assez. Oui, il a évité cet écueil, mais enfin en même temps, Tagame c'est du lourd quoi. Enfin. Mais je vous conseille pas forcément, si vous n'êtes pas amateur d'érotisme gay, de taper Gengoro Tagame dans Google parce qu'il a quand même fait pas mal d'œuvres érotiques, mais là c'est assumé quoi. C'est-à-dire que ça s'adresse à un public d'ours. C'est comme ça que ça s'appelle, des ours quoi. Mais en plus c'est marrant parce que des fois il dessine des trucs quand même assez trash et tu le verrais lui, bon, toi, les autres, ceux qui regardent ne connaissent pas forcément Jean-Paul, le créateur de la revue LGBT BD, mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est un bonhomme. Bon, Jean-Paul est plus âgé, mais c'est un bonhomme qui doit faire 1m80, qui est rondouillard. Enfin, il est quand même, il est pas gros, mais il est costaud, tu vois. Il est quand même, voilà. Et puis avec la grosse barbe, les lunettes, et il doit être méga poilu aussi, tu vois. Mais par contre, il parle avec une petite voix toute gentille. Oui. C'est trop mignon. La première fois que je l'ai vu, donc il était venu au salon à Paris et tout. Il était venu en dédicace. Et je lui avais offert un petit sticker point véloce et tout. J'étais contente de le voir. Et du coup, il m'a remercié. Il était tout. Et c'est le petit japonais. Oh merci. Tu sais, je lui ai offert un petit truc. Il était tout content et tout. Et j'ai fait à Jean-Paul, je m'attendais à avoir une grosse voix comme ça, vu la carrure du type, tu vois. Il me fait non, ça surprend un peu, mais quand il parle, il place sa voix, c'est tout doux et tout, quoi. C'est trop mignon. Enfin bref, voilà, j'ai été contente du peu d'échanges que j'ai pu avoir avec lui, et que le fait qu'il fasse partie des gens qui attendent qu'il se passe quelque chose un peu dans la BD, mais enfin dans les médias mainstream, quoi. Mais bon, je pense que le public n'est pas encore prêt, mais on y vient. Sans vous l'inventer, je pense que avec la revue et tout, on fait un petit peu office de précurseur, tout ça, et que peut-être dans 20 ans, il se passera autre chose, quoi. Mais pour l'instant, les gens sont pas prêts. Ou certains sont pas prêts, et certains ont des a priori, hélas, véhiculés par des médias pourraves. Ça, j'ai l'air de sorcière. Je déteste, en fait, j'aime bien faire de la radio, faire du live et tout, mais je déteste ma voix dans les machines, tu vois, en répondeur et tout. Quand je me réécoute, j'ai l'impression d'avoir une voix de sorcière, c'est horrible. Oh, ça va, hein, qu'est-ce que tu crois que je pense de la mienne de voix quand je l'entends enregistrée? Dis-toi que c'est comment les gens t'entendent vraiment, parce que toi, ta voix, tu l'entends en interne. Oui. Ça résonne pas pareil. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, merde, j'ai vraiment une voix de merde comme ça tout le temps. Pourquoi vous me dites pas de me taire? En fait, c'est horrible. Enfin voilà, vaste sujet que je trouve intéressant. On a quand même avancé dans la première case, c'est cool. On appelle ça la case des pieds. Oui. Je suis fascinée par la chaîne, elle est super belle. Merci beaucoup. T'as arrivé à faire un truc aussi détaillé avec un pinceau, GG je crois. Hein. Je crois qu'on peut dire GG. Hein. Faut apprendre le truc en fait, c'est pas très compliqué. Ouais. Non mais bon, tu sais comment je suis, hein. Pour l'instant pas assez discipliné pour faire ce genre de dégueu. Oui, alors oui.
pour progresser, pour arriver à faire ce genre de choses, le mot discipline est indispensable. On peut pas passer à côté. Donc je préciserai que de manière générale, pour faire de la BD, la discipline a quand même une certaine importance. Alors il y a GG qui nous dit je te mis un truc sur Discord. C'est bien mignon, mais je suis en train de dessiner là, j'ai une planche devant moi. Après. Steven dit j'étais comme toi avant, c'est-à-dire indiscipliné. Mais toi d'ailleurs, j'ai remarqué Steven que tu as fait des bons petits progrès graphiquement et je te félicite. Oui, en plus c'était hors sujet le truc de Jérôme là. Non, plus tard Jérôme, là on est en live officiel. Non mais j'arrive à me discipliner doucement, hein, mais je fais des exos à mon rythme. Si je me force, je n'arrive à rien. Je me connais. Il faut que je prenne plaisir à un exo. C'est pour ça que de temps en temps, je t'envoie des rêves d'anatomie, de bouquins, de beaux bouquins et tout pour essayer de te motiver. Ouais. J'essaye de distiller ça gentiment. Tiens, quand je t'ai parlé tout à l'heure de... Attends, il s'appelle comment? Bernogart. Ouais. Bah, quand je t'ai montré ça tout à l'heure, c'était un peu pour te motiver aussi. Oui. Non, mais je fais à mon rythme. Je dis pas que non, voilà, que je vais pas faire, mais il faut vraiment que je fasse à mon rythme, sinon je sais que je vais pas y arriver, je sais que je vais bloquer, je sais que je vais rage quit, je me connais quoi. Tu vois là, c'est comme pendant des années, je sais pas bosser en couleur, et là je me mets tout doucement un peu à la couleur. Mais tu vois, faut que ça soit progressif, faut que ça soit sur des petits trucs courts, comme ça je peux faire des tests. Et mais voilà, mais j'ai encore du mal à voir mes dessins en couleur, à me dire c'est beau, c'est moche, c'est comment. Mais je m'y mets. Et je sais pas peut-être pour Farco je ferais du travail anatomique, parce que de toute façon en plus il y a des guerriers qui sont montés sur des lézards, enfin pas des lézards mais des raptors et tout. Donc là il faudra vraiment, j'aimerais vraiment que la dynamique des raptors et tout elle soit fluide et tout quoi. Puis en plus, comme tu es plutôt dans un style plutôt musclé, hein. Plutôt musclé, en fait, t'évolues dans un style où le lecteur quand même s'attend à une certaine exigence anatomique. Donc c'est sûr que faire des progrès sur ce point-là, ça ne peut être que bénéfique en fait. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai conscience. Hein. Ouais, t'es dans un style où le moindre accro se voit facilement. C'est pas comme si t'étais vraiment tu faisais quelque chose d'ultra stylisé, cartoon très déformé, quoi. Ouais. Il y a GG, il nous dit ça va te faire péter de rire en plein live. C'est bon, j'ai regardé, j'ai pas pété de rire. Oui, c'est encore une jaouaderie, j'ai compris. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu out of topic pour le moment. On verra ça après. Ouais. Légèrement hors sujet. Pas question que j'éclate de rire en faisant du pinceau. Oui. En tout cas, si ce genre de débat logo-réverbal vous branche, faites-le savoir, parce que j'aimerais beaucoup pouvoir continuer ce genre de concept en fait. Et puis ça reste plus sympa dans les lives que bêtement être tout seul dans son coin et dessiner. J'aime bien, voilà. Je pense que, après, j'ai une Twitch pour l'instant qui n'est pas très active parce qu'il faut que je finisse de configurer. Et j'ai un peu la phobie de la config. Parce que je suis pas douée. Non, puis
vraiment pas beaucoup de temps, donc en fait quand je m'installe j'ai envie que ça marche tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps à attribuer à ça. Pas la patience pour ces choses-là. J'ai pas la patience non plus, non, c'est vrai. Mais donc peut-être qu'il faudrait que tu utilises OBS. Il est beaucoup plus simple en fait. Il te permet de faire beaucoup moins de choses que c'est Streamlabs, je crois, mais il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple. Donc toi, ça pourrait peut-être te convenir. Et c'est ce que j'utilise parce que sous Mac, il n'y a pas le choix. Est-ce que Streamlabs, ils n'ont pas voulu le faire pour Mac? Bon, tant pis pour vous. Je prends autre chose dans la concurrence. Et puis ça me convient finalement. J'ai pas. Il y a déjà pour les lives, il y a déjà assez de réglages à faire comme ça. Alors en plus, si on doit s'emmerder avec d'autres choses. Enfin bref. C'est pas faux. Il me convient. Mais voilà, faites-le savoir parce que c'est vrai que ça pourrait me motiver aussi à m'y pencher un petit peu plus. J'aimerais bien faire des petites du live comme ça et puis discuter de ce genre de sujet et tout ça, récolter vos avis, récolter éventuellement voilà vos expériences. Si vous avez des questions, tout ça. Moi ça me voilà, c'est le genre de partage qui me plaît bien quoi. Et en plus parler en même temps, faire une petite animation dessin et tout, sympa quoi. Par contre, je te garantis que quand tu es concentré sur un dessin, c'est dur de tenir un discours cohérent. Il y a un moment ou un autre, tu vas lâcher ton crayon. D'où l'intérêt de le faire à deux ici, comme ça, pendant que tu parles, je gribouille. C'est vrai que c'est plutôt en team. Ouais. Oui, Jérôme, je sais par quoi t'as été inspiré pour ton truc. Alors les enfants, c'est pas que je m'ennuie, mais il me reste 5 minutes. Donc si vous voulez m'envoyer une salve de louanges, de remerciements, je reçois pas le caca par contre, hein. C'est le moment. Voilà, admirez-moi, aimez-moi et tout se passera très bien. Non, admirez mes mains. Plus sérieuse. Non, plus sérieusement, pour les partages pour la campagne Tarkhan, on en est à 46% de financement. Il reste 10 jours, donc jusqu'au 15 juin à 23h59 pour contribuer. On a aujourd'hui, à partir de on a reçu la Metal Plate d'un format plus ou moins A4, voilà. Donc c'est une impression de la couverture, donc avec carte Tarkhan contre le dragon, qui vous est proposée à partir de la contrepartie de 50 € avec d'autres bonus dedans bien entendu. Mais vous pouvez aussi juste contribuer à partir de 5 € pour nous aider et vous aurez plein de calous, plein de bisous, plein de câlins à la fin pour vous remercier. À partir de 5 € vous avez le droit à un ex-libris et pour la BD c'est à partir de 15 €. Voilà, donc même si vous pouvez pas financièrement participer, partagez le projet, c'est hyper important si vous voulez le voir se réaliser, si vous nous aimez. Voilà, tout simplement parce que voilà, on dessine en live pour vous. Moi, je crève de soif depuis 25 minutes parce que voilà, j'anime avec passion et tout et voilà. Et ça serait cool, juste un petit partage, un petit coucou. On vous encourage les filles. En plus, voilà, il y a quand même un beau guerrier dedans. Il y a une belle guerrière aussi en armure qui se bat avec des loups. Franchement, moi je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Là on a tout donné quoi. Alors, faut qu'on les paye. Faut qu'on les paye. GG qui me dit salve de louange. Eh bien merci, je te remercie. Je viens gagner un point d'estime personnelle, ça fait pas de mal.
Steven m'a dit oh Marie si tu savais. Alors ça les allusions à Johnny Hallyday, ça te fait perdre 10 points de sympathie là. Parce que j'en ai bouffé, hein. J'en ai bouffé du oh Marie si tu savais. Alors avant que ça soit Johnny, j'ai eu droit aussi à Francis Cabrel. Et oui, petite Marie. Parce que vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas? Et ben vous savez quoi? Je vais vous la spam dans le chat. Vous allez vous pourrir les oreilles avec ça parce que c'est tout ce que vous méritez. Attends, petite Marie. Tu peux pas le faire dans le. Petite voix. Tu peux pas lancer la chanson originale sur le live. J'ai le contrôle de la musique. Ah merde. Non, mais je peux mettre le lien. Je mets le lien dans le chat. Si vous voulez vous pourrir un petit peu les oreilles et si vous voulez comprendre pourquoi je déteste qu'on cite mon nom dans les chansons, c'est parce que entre Johnny et Francis Cabrel, j'en ai bouffé, hein. À toutes les sauces. Béchamel comme bolognaise. Désolée. Alors, ouais, ça. Steven, je crois qu'il insiste un peu parce qu'il me dit Maria, viva Carlos Santana. Bon, alors Santana, ça passe un peu plus quand même, faut être honnête. Enfin, quand même, méfie-toi, je trouve que tu files un mauvais coton. Je te dois toujours un suicide touristique que je donnerai à Suicide pour qu'elle te le donne, mais je sais pas si tu le mérites. Je vais peut-être te faire un colis avec mes crottes de lapin plutôt. Pauvre Pinette. Je peux pas faire ça. En poupette. Bon, il est 19h15, mais loulou, c'est pas que je m'ennuie, mais il va vraiment falloir que j'y aille parce que j'ai une vie en dehors du dessin. Je sais, c'est triste. Et quitter le live comme ça, je sais, comme dirait Janine, c'est pas très 100% pur bof, mais il faut. Donc oubliez pas, bourrez les partages pour la campagne. Je vous remets le lien dans le chat, en dessous de Francis Cabrel. La campagne d'abord quand même. La campagne d'abord. Un petit partage, un petit commentaire d'encouragement, un petit don, c'est pas mal aussi. Voilà. Non mais vraiment, n'oubliez pas faut envoyer. N'oubliez pas un petit détail, même en cas de succès de la campagne Ulule, le seul moyen d'acheter cette BD, c'est de passer par la campagne Ulule. C'est ça, on va pas faire de stock d'avance. Donc ceux qui veulent la BD, c'est avant samedi la semaine prochaine. Voilà. Et on vous fera des super belles dédicaces, c'est promis, parce que vous nous aurez soutenu et ça fait bien plaisir. Je vois un bout de ton nez. Ah oui, je suis vautrée à ce moment-là. Allez, j'essaye de me concentrer un peu. Ça marche. Bon, en tout cas, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à toi. Ouais, à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir être active et tout parce que mon téléphone fait des siennes d'une part et je serai en dédicace. Mais je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Salut. Bisous.